La semaine dernière, encore au Congo, encore le Rwanda, encore des morts. La semaine dernière, il y avait 20 soldats du Burundi qui étaient engagés aux côtés des forces de la République démocratique du Congo pour faire face au groupe du M23 qui ont été tués. Après les Sud-Africains, il y a quelques semaines, aujourd'hui c'est le Burundi qui récolte. Donc, la question qu'on se pose, c'est vraiment d'où vient la force de frappe du M23. Il y a une information qui est passée il y a quelques semaines sur ça. C'est-à-dire que quand les Occidentaux nous parlaient de déplacer la guerre en Afrique, déplacer la guerre dans un autre continent, et ils disaient que l'Afrique est le meilleur terrain. Et qu'est-ce qui s'est révélé? Qu'est-ce que les Américains ont découvert par rapport à ça? Ils ont vu que la plupart des armes qui ont été envoyées en Ukraine ont transité directement vers le Rwanda. C'est-à-dire que les gens déclaraient officiellement envoyer des armes en Ukraine, mais les armes ne partaient jamais sur le front. Une partie était détachée directement et envoyée au Rwanda. Parce que là-bas, comme toutes les guerres, c'est une guerre pour les minerais, c'est une guerre pour la richesse, c'est une guerre pour contrôler des mines, c'est une guerre pour contrôler des zones stratégiques, des corridors de transfert de minerais, de métaux rares aussi. Donc, à cette question d'où vient la force de frappe du M23, la réponse est très simple. C'est les armes ukrainiennes aujourd'hui qui font la guerre aux côtés du M23. Avec des conseils occidentaux. Et ce qui est clair, cette information, quand elle a été révélée, beaucoup de médias européens n'ont pas voulu le divulguer parce que ça porte atteinte à leur communication. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter aujourd'hui d'imposer à leur population de faire certains sacrifices, alors que le sacrifice qu'ils font, une partie des armes qui est achetée et envoyée sur un autre continent pour une autre guerre. Donc, aujourd'hui, c'est le Burundi qui a ramassé ses cadavres. Et après, on avait l'Afrique du Sud. Et je ne sais pas demain c'est qui. Parce que cette guerre-là, moi je vois que les Congolais font des efforts quand même, il faut le reconnaître. L'armée congolaise est une très bonne armée. Les Wazalindo aussi, moi je les respecte. J'ai beaucoup d'admiration pour ces citoyens-là qui ont décidé de prendre les armes pour défendre le Congo. Mais il faut vraiment qu'on revoie qui sont vraiment derrière le M23. Parce que cette force de frappe dépasse aujourd'hui les puissances militaires d'un pays africain. Ça, on le sait. Du point de vue des conseils, du point de vue des munitions, du point de vue des salaires. C'est les trois éléments qui font qu'aujourd'hui le M23 est puissant. Ils n'ont pas de problème pour recruter. Ils n'ont pas de problème. Ils payent de très bons salaires, des salaires largement supérieurs aux salaires de l'armée congolaise. Et aussi, ils ont des munitions de dernière génération. Ils ont de très bons conseillers de guerre. Ils maîtrisent le terrain parce que pour la plupart, c'est d'anciens militaires congolais associés à des mercenaires et des conseillers occidentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont la même maîtrise du terrain que l'armée congolaise. Parce qu'il y a certains généraux, d'anciens généraux de l'armée congolaise aujourd'hui qui combattent du côté du M23, des officiers de l'armée du Congo qui combattent aux côtés du M23. Et tout ça, ça fait des dégâts parce que vous avez en face quelqu'un qui vous connaît déjà parce qu'il était parmi vous et qui devra faire face avec plus de munitions, plus de détermination parce qu'il est mieux payé, il est mieux armé, il est mieux conseillé. Ça joue. Ce qui fait aujourd'hui que l'armée congolaise souffre malgré la détermination de ses soldats, malgré aujourd'hui sa maîtrise aussi du territoire, mais à un moment donné, il faut reconnaître que la puissance de fait n'est pas la même. J'ai vu l'autre fois une parade de l'armée congolaise, de la garde présidentielle, mais je dis la garde présidentielle, c'est bien de faire cette parade-là dans la ville, mais là où on vous attend, c'est pas dans la ville. On vous attend sur le front à face du M23. C'est là où on vous attend, en réalité. On ne vous attend pas dans les rues d'une ville où il n'y a personne comme menace. Il n'y a pas de M23, il n'y a rien. On ne vous attend pas aussi à aller faire des
des opérations de sécurisation des mines détenues par certains proches du pouvoir, au, au moment où ces mines-là devaient être des mines de, du peuple congolais. Parce que aussi, il y a cela qui joue un rôle très néfaste dans la motivation des troupes, surtout de l'élite de l'armée congolaise. La plupart de ces forces aujourd'hui sont autour des mines exploitées par certains proches. Donc, dès que vous avez envie de vous sacrifier, mais vous allez vous dire, mais moi je ne me sacrifie pas pour mon pays, je suis en train de me sacrifier pour un businessman qui demande à ce qu'on sécurise sa mine parce qu'il est proche du pouvoir. Ça aussi fait que ça atteint la morale de certains soldats qui désertent et qui partent rejoindre le M23. Ça, c'est un élément. Au-delà du salaire misérable parfois des soldats de rang, on a une élite des soldats ou une élite politique qui est extrêmement riche. Ces éléments font qu'aujourd'hui, les soldats congolais parfois manquent de motivation. Donc, le M23 est là, qui est la menace la plus sérieuse aujourd'hui. On n'a pas vu l'opposition réunie autour du président. Moi, je ne l'ai pas vu quand j'observe très bien de très près ce conflit-là. Mais je n'ai pas vu l'opposition réunie autour du président. Mais est-ce que aussi le président, il est assez clean, il est assez fiable pour pouvoir réunir l'opposition autour de lui? Ça aussi, c'est un problème. Parce que si certains hommes politiques ou bien certains anciens membres, certains membres du M23 accusent le président d'avoir mis la main personnellement sur sa main personnelle sur des mines qu'il exploite pour le compte de sa famille, ça aussi, ça pose problème. Une personne comme ça, quelle que soit votre détermination, vous ne pouvez pas avoir de l'amour pour venir l'aider à combattre une rébellion. Ça c'est très bien, c'est la réalité. J'ai vu qu'il a envoyé il y a quelques semaines son ministre de la Justice ici au Mali pour avoir les conseils du général Assimi Goïta, ce qui est très bien, c'est une coopération militaire sud-sud. Parce que je pense que dans ce conflit-là aussi, il faut se dire la vérité, l'armée malienne, avec son expérience de menace interne et son discours qui a motivé ces jeunes, a une carte à jouer du point de vue des conseillers. Moi, je ne dirais pas pourquoi pas l'armée malienne envoyer des conseillers militaires au Congo pour les aider. C'est comme ça. Oui, ne serait-ce qu'une vingtaine de conseillers militaires ou bien de formateurs. C'est ça la coopération sud-sud. Que personne ne vienne me dire, oui, le Mali a déjà son problème. Je sais que le Mali a son problème. Je sais que le Mali a son problème, mais il faut savoir que le Mali a su renverser la tendance, bien que ce n'est pas à une vitesse lumière, mais petit à petit, plus on avance, on voit que l'armée malienne prend le dessus sur les groupes terroristes, malgré leurs complices qui envoient des milliards d'euros, des millions d'euros en cachette en termes de salaire et de fourniture d'armement. L'armée malienne aujourd'hui, petit à petit, est en train de prendre le dessus sur les groupes armés. Et ça, c'est une expérience que voudrait avoir le Congo aujourd'hui pour renverser la tendance. Parce qu'avant, c'est l'armée malienne qui reculait. Maintenant, c'est l'armée malienne qui les accule. Et je pense que c'est ce qu'on doit avoir aussi aujourd'hui au Congo, c'est l'armée congolaise et les Wazalindo qui doivent avancer. Et le M23 doit reculer jusqu'à son dernier retranchement. L'armée rwandaise qui les soutient en conseil et en ravitaillement aussi, c'est une armée qui doit être... Moi, je dis que si l'armée congolaise parvenait à bien contrôler le transport, les corridors qui relient le Rwanda et le Congo, ce serait une très bonne chose. Des avions, des frappes aériennes et tout. Et ça demande une expertise, ça demande des drones de surveillance, ça demande des drones d'attaque aussi, des hélicoptères de combat, des avions. Mais est-ce que l'armée congolaise aujourd'hui a suffisamment de munitions pour pouvoir faire cette surveillance et exercer cette force de frappe sur les ennemis du Congo que sont le M23 aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions qui se posent dans cette guerre. Est-ce que Rwanda aussi, eux,
Est-ce qu'ils ne sont pas dans une logique politique? Si vous avez des ressources, vous ne pouvez pas le gérer, je vais venir m'en servir. Parce que aussi ça, c'est une logique. Hein. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si vous habitez dans un pays très riche, au lieu de chercher à installer la paix et à retourner, à retourner la situation, c'est-à-dire créer le développement, mais les autres vont dire oui, nous, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Vous ne savez pas vous concerter pour créer la paix chez vous. Nous, on va venir se servir dans vos ressources. Ça aussi, c'est une logique, bien qu'elle est ignoble, inhumaine, mais c'est une logique géopolitique. Il faut le reconnaître. Donc, le Congo a il y a beaucoup d'interrogations dans cette guerre-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver une solution durable. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à régler avant d'arriver à une paix durable dans ce pays-là. Parce qu'il y a certains généraux, ils acceptent de combattre en fonction de qui est au pouvoir, en fonction du régime politique. Il y a beaucoup de généraux congolais aujourd'hui qui sont dans le M23, ils étaient avec Kabila. Dès que Kabila est parti, ils sont partis. Et le jour où Tshisekedi sort ou bien quitte le pouvoir, ils vont essayer de revenir intégrer l'armée régulière. Même s'ils n'intègrent pas leur poste de général, mais ils vont intégrer un poste stratégique dans l'État. Donc, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la vraie opposition aujourd'hui du pouvoir congolais, c'est le M23? Je pense que le pouvoir congolais n'a pas d'opposition politique réelle. Tout ce qu'elle a, c'est qu'elle a une opposition militaire. Une opposition militaire avec une branche politique qui n'est pas active politiquement, mais qui est plus active dans la propagande militaire, dans la propagande de guerre. Et le jour où vous allez voir que l'armée du Congo a pris le dessus sur le M23, vous allez voir d'anciens politiciens réapparaître pour essayer de parler de paix. Oui, ça c'est moi qui vous le dis. Le jour où vous aurez l'armée congolaise qui va commencer à prendre le dessus sur le M23, d'anciens politiciens vont surgir pour essayer de parler de paix et dire que c'est le président qui n'aime pas la paix, le président ceci et cela. Alors que là, des milliers de Congolais sont tués chaque mois. Et eux, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Soit ils sont de connivence avec le M23, soit ils se disent, moi je me suis bien gavé, je n'ai pas besoin de m'entraîner dans ces débats-là. Et ça va poser problème pour les générations actuelles et les générations futures. Parce que la guerre du Congo dépasse aujourd'hui des générations. Depuis quand les Congolais ont commencé à enterrer leurs morts? On a toujours entendu la guerre au Congo depuis qu'on est en France, bien avant même. Et elle n'est pas sur le point de s'arrêter. Parce que moi, je ne vois pas un leader politique charismatique capable de réunir les Congolais autour d'un objectif. Comment? Qui a un passé clean, qui a cette autonomie, cette indépendance, qui a cette confiance du peuple, moi je ne l'ai pas vu encore. Aujourd'hui, si vous voulez, vous voyez Tshisekedi, à la limite, il est ridicule. Il est ridicule. Il ne peut même pas mobiliser son peuple. Il n'est pas fiable. Il a son passé qui semble être une personne qui a été parachutée pour diriger le Congo. Mais du point de vue des compétences, on ne voit rien. Le mec, on dirait qu'il ne sait même pas par... Vous le mettez en face d'un débat avec les Paul Kagame ou autres, on dirait que le mec cherche à pleurer. Il se victimise. Au lieu de tenir un discours franc, le peuple congolais, avec ses millions d'individus, ne mérite pas un président comme ça. Je pense qu'il a beaucoup à travailler sur sa communication. Parce qu'il n'a pas un passé qui le lie directement au Congo pour avoir vécu des événements, avoir souffert, avoir connu le Congo, la pauvreté au Congo. Non, non, il n'était pas au Congo. Il connaît à peine le Congo. Donc, une personne comme ça, vous l'avez comme président. En plus, il n'y a pas le charisme derrière. Vous êtes vulnérable, quoi. Vous êtes vulnérable. Moi, je vois son ministre de la Justice parler. Je dis, mais comment on fait pour avoir ça comme président et un élégant comme ça, charismatique, qui est son premier ministre? Le ministre de la Justice, Constance, je pense c'est Constance Moutamba, est beaucoup plus charismatique que le président. Moi, je préfère 1000 fois écouter le gars parler que écouter Tshisekedi.
Je n'ai aucune envie d'écouter Tshisekedi parler de la guerre au Congo. Il ne peut pas me convaincre. Moi, si je suis un jeune Congolais dans les rues, j'écoute Tshisekedi parler, je n'ai pas envie d'intégrer l'armée. Je n'ai pas envie. Ça ne me donne pas envie parce qu'il n'a ni le charisme, son passé ne lui permet pas de me convaincre qu'il faut faire le sacrifice parce que lui-même, il n'a jamais fait de sacrifice. Il ne vivait pas au Congo, il ne connaît rien au Congo. Donc voilà, c'est ça. Il s'est appuyé sur son père est décédé, on l'a parachuté. Et c'est pour ça aujourd'hui, il n'a pas cette légitimité. Et là aussi, j'interpelle les gens qui font la politique. Et quand vous faites de la politique, vous voulez que votre fils se lance en politique, mais il faut qu'il connaisse le pays. Il faut lui laisser se frotter aux réalités du pays, ce qui permettra de lui faciliter à faire passer son discours. Mais qui sait que aujourd'hui, il ne peut pas convaincre 3 Congolais à aller se battre pour le Congo. Parce que dès qu'ils arrivent, ils vont leur dire, hey, ce que vous voyez là, peut-être il a des mines qu'il est en train de gérer lui-même, hein, des mines avec son propre argent. Et toi, tu vas te dire,